Je crois qu'on va commencer. Donc, bonjour à tous. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir au séminaire Maxime Laborde, qui vient d'être recruté au labo à l'UDI. Maxime va nous parler de systèmes d'équations d'évolution couplés par des problèmes de transport optimal et des applications aux dynamiques urbaines. À toi, Maxime. Merci beaucoup. Et donc, merci aux organisateurs pour l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir de présenter mes travaux ici, même si bon, c'est en ligne et ça ne peut pas être fait en présentiel. Donc, en effet, je vais vous parler de problèmes de systèmes d'évolution qui sont couplés par des problèmes de transport. Et je vais vous montrer comment ce genre de système peut arriver dans des problèmes d'évolution de ville, d'aménagement urbain, au moins pour des modèles simples. Donc, pour fixer un petit peu le problème, je vais m'intéresser dans cette présentation à des systèmes de ce type où on a deux populations. Donc, souvent, Rho1 va modéliser la densité des travailleurs et Rho2 la densité des usines, des entreprises. Donc, chaque population va évoluer avec, donc, par exemple, une diffusion qui peut être non linéaire et un terme de dérive aussi qui dépend juste de la population. Et l'interaction entre ces deux populations va être faite à travers les potentiels phi et psi qui dépendent d'un problème de transport optimal entre Rho1 et Rho2. Donc, c'est des systèmes non linéaires, enfin, non linéaires à cause de ces deux potentiels. Et donc, dans toute cette présentation, si je vais me fixer sur je vais travailler sur un ensemble oméga qui est borné dans Rn. Et donc, ce système est muni des conditions de Neumann homogènes au bord. Donc, je vais commencer par rappeler un peu brièvement, parce qu'il y a eu beaucoup d'exposés déjà sur le transport optimal. Donc, la théorie du transport optimal et surtout comment elle arrive dans des problèmes d'aménagement urbain. Puis après, je vais expliquer le modèle qu'on va étudier, donc un modèle dynamique d'aménagement urbain, étudier son existence. Puis, dans une dernière partie, je vais étudier un problème où, cette fois, dans le transport entre les populations, on va rajouter du bruit dans le transport, donc qui mène à un problème de régularisation anthropique. Et puis, je vais finir par vous donner quelques perspectives. Donc, tout d'abord, pour rappel, donc le problème de transport optimal a été introduit donc, par Monge. Bon, c'était pour le coût linéaire, mais ici, je vais travailler avec le coût quadratique. Et donc, il consiste à minimiser un coût de transport entre deux mesures de probabilité le long des applications T qui envoient la première mesure sur la deuxième. Et donc, toute la masse à un point X sur le support de la mesure de départ arrive à un point Y sur le support de la mesure d'arrivée. Et donc, cette contrainte est très non linéaire parce qu'au moins formellement, elle revient à dire que l'application T va vérifier une équation de Monge-Ampère dégénérée. Et donc, Kantorovich a introduit le problème relaxé du problème de Monge, qui autorise maintenant la séparation de la masse. Et donc, au lieu de minimiser les applications qui envoient la première mesure sur la deuxième, on minimise le long des plans de transport, qui sont des probabilités sur l'espace produit, telles que la première marginale est ρ1 et la deuxième marginale est ρ2. Et donc, ce problème, donc admet une solution, c'est un problème linéaire avec des contraintes linéaires. Et ce problème, on le note W2, il définit une métrique sur l'espace des probabilités qu'on appelle la distance de Wasserstein. Et il admet aussi un problème dual qui consiste à maximiser donc, ces deux fonctionnels linéaires, maximiser sur les fonctions phi et psi, les potentiels phi et psi, tels que la somme est inférieure à un coût au coût, donc ici le coût quadratique. Et les solutions de ce problème sont appelées les potentiels de Kantorovich.
Donc, Brownier, en 1989, a montré que si on prend une mesure de départ qui est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue, alors la solution, l'unique solution du problème de Kantorovitch, en fait, est définie par une application T, donc, qui résout le problème de Monge. Et en particulier, cette application est le gradient d'une fonction convexe, c'est-à-dire l'équation de Monge-Ampère plus haut est une équation elliptique. Et T est relié avec les potentiels de Kantorovitch de cette façon. Donc T, c'est l'identité moins le gradient du potentiel de Kantorovitch. Donc maintenant, on a le problème de transport, et on s'intéresse, on veut savoir comment il est relié justement au tout début au marché du travail. Donc ça, c'est un travail qui a été effectué par Carlier et Ekland. Donc on se donne deux densités sur une ville oméga, donc dans R2. On se donne deux densités des populations, donc ρ1, c'est la densité des habitants, des travailleurs, et ρ2, celle des entreprises. Et on se donne un coût de transport pour aller d'une zone d'habitation X à une entreprise Y. Donc, par exemple, on peut se donner le coût C peut être donné par le coût quadratique. Et donc, les travailleurs veulent choisir, donc ils sont rationnels, donc ils veulent choisir l'entreprise dans laquelle ils veulent travailler de façon à optimiser leurs revenus. Et donc, si le salaire donné par une entreprise localisée en Y est psi de Y, alors ils veulent la façon de maximiser leurs revenus, c'est de maximiser psi de Y moins le coût que ça leur coûte de se déplacer de chez eux à l'entreprise, donc moins C de XY. Et donc ici, là, moins phi est le revenu qu'ils veulent obtenir. Donc phi, juste, ils veulent minimiser le coût moins le salaire. Et donc on peut construire une application T de X, donc qui est l'entreprise dans laquelle un travailleur qui habite en X veut aller travailler pour maximiser son revenu. Donc c'est juste l'argmine de la fonction précédente, de l'info précédente. Et la condition d'avoir un équilibre sur le marché du travail peut se lire de cette façon. Donc l'application T doit envoyer tous les travailleurs vers des usines. Et donc ce problème est équivalent à résoudre un problème de transport optimal avec le coût C. Donc où T, donc le long de tous les T qui envoient ρ1 sur ρ2. Et donc le salaire et moins le revenu, donc phi et psi, sont les potentiels de Kantorovitch associés à ce problème de transport. Un autre lien, ça a été mis en évidence par Butazzo et Santabrogio, enfin a été introduit par Butazzo et Santabrogio, qui considère, donc on considère toujours une ville oméga, ρ1 et ρ2 sont tout le temps les densités des travailleurs et des entreprises. Et donc là, cette fois, les populations veulent optimiser, veulent minimiser une fonctionnelle, on va dire, de bien-être pour obtenir une configuration idéale, optimale, dans la ville. Et donc, cette fonctionnelle est définie par trois termes différents. Donc, on a justement toujours le coût de transport pour aller des zones d'habitation aux zones de travail. Et de plus, on rajoute chaque population veut minimiser une énergie qui lui est propre. Donc, par exemple, pour les travailleurs, les zones d'habitation, on veut minimiser une énergie de congestion puisque on n'a pas, les habitants, les travailleurs, on ne veut pas être tous entassés. On ne veut pas trop vivre dans un endroit où la concentration de monde est très élevée. Donc cette énergie est représentée par une énergie de congestion, donc qui peut s'écrire comme une énergie interne, où F est une fonction convexe et superlinéaire, et qui peut se réécrire comme F de ρ sur ρ fois ρ, où F de ρ sur ρ est une fonction croissante qui mesure le mécontentement
d'un habitant qui vit dans une région de densité ρ. Et donc, le but est de minimiser cette fonction de mécontentement. Et en revanche, par contre, les entreprises, elles, veulent plus se concentrer pour augmenter l'efficacité, minimiser les coûts de management. Et donc, elles vont vouloir minimiser une énergie d'auto-interaction qui va justement concentrer la mesure. Et donc, Butato et Centrabojo ont étudié l'existence et la caractérisation aussi des minimiseurs de cette énergie. Donc, mais ce qu'on peut se dire, c'est que maintenant, en fait, les villes sont déjà faites et on ne peut plus créer une ville en prenant justement les bonnes zones des minimiseurs de cette fonctionnelle. Et donc, par contre, ce qu'on peut s'intéresser, partir des densités connues et de regarder le flot qui va minimiser justement cette énergie en temps. Et donc, l'idée, c'est de regarder le flot de gradient de cette énergie, donc de regarder les courbes de mesure qui vont minimiser à chaque instant, qui vont dans la direction qui minimise à chaque instant le plus cette énergie. Donc, si on reprend l'énergie du dessus, d'après les calculs d'Otto, on sait que le gradient dans l'espace de Wasserstein produit de cette énergie est donné, donc la variation première de cette énergie agit via cet opérateur elliptique. Et donc, le gradient de cette énergie dans l'espace de Wasserstein, donc les courbes qui minimisent le plus l'énergie à chaque instant, sont les solutions de ce système de dp. Donc, en particulier, il est connu que donc, la variation première du problème on va dire, de la distance de Wasserstein au carré par rapport à une mesure fixe est égale au potentiel de Kantorovich associé à ce problème. Donc, au moins formellement, si on a une énergie de ce type, donc là, pour simplifier, j'ai pris pour ρ1 et pour ρ2 des énergies du même type, donc une énergie interne plus une énergie de potentiel. Bien sûr, ça fonctionne avec les énergies précédentes. Et là, j'ai pris l'entropie comme énergie interne, mais on peut imaginer des énergies du type Régnier, donc de type ρ puissance m, qui vont mener à des diffusions non linéaires. Et ici aussi, on peut imaginer des potentiels qui vont dépendre de ρ1 et ρ2, mais pour simplifier, je vais rester dans ce cas lors de cette présentation. Et donc, au moins formellement, le flot de gradient de cette énergie dans l'espace de Wasserstein produit va être la solution de ce système de dp, où le Laplacien donc, provient de l'entropie, le terme de dérive provient donc du potentiel, et on a le gradient de phi et le gradient de psi, donc, qui provient de la variation première du transport optimal, où phi et psi, donc sur les potentiels de Kantorovich en chaque temps, associés au problème de transport entre ρ1 et ρ2. Donc ce problème n'est pas la difficulté de ce problème, donc qui n'est pas forcément facile à résoudre par des méthodes classiques, consiste au fait qu'on peut le réécrire comme un système aussi qui est couplé par l'équation de Monge-Ampère. C'est que psi, donc le potentiel psi, peut être écrit comme la C transformée de phi, donc C ici représenté par le coût quadratique, et T, le transport optimal, T peut se réécrire aussi en fonction du gradient de phi. Et donc, on peut réécrire le système en fonction de phi, où la première EDP ne change pas, on a bien gradient de phi. Dans la deuxième EDP, le gradient de phi devient gradient de la C transformée de phi, et phi est la solution de l'équation de Monge-Ampère, qui est très dégénérée. Donc maintenant, je vais passer à la résolution de ce système. Mais tout d'abord, on veut réécrire. Donc la difficulté de ce problème, c'est de résoudre ce terme qui est vraiment très non linéaire, justement, parce qu'on a ρ1 gradient de phi, où phi dépend, via un problème de transport, de ρ1 et de ρ2. Donc, la première remarque
qu'on peut effectuer pour justement contrecarrer cette difficulté est que si on prend un plan de transport optimal, gamma, et donc et un potentiel de Kantorovich, donc phi, sur le support du plan de transport optimal, le gradient du potentiel de Kantorovich est égal au gradient du coût. Donc ici, c'est le coût quadratique sur 2. Et donc, si on garde la formulation faible de ce terme de divergence, donc sans regarder les conditions de bord, alors, tout d'abord, on peut le réécrire comme une intégrale sur l'espace produit contre d gamma, puisque la première marginale de gamma est ρ1. Puis après, on se sert de cette propriété pour remplacer le terme gradient de phi d gamma par x moins y d gamma, où gamma donc, est un plan de transport optimal entre ρ1 et ρ2. Et donc, en faisant ça, on a transformé cette non-linéarité, ρ1 fois le gradient de phi, par un terme linéaire en le plan de transport optimal, gamma. Et donc, cela nous mène à notre définition pour une solution faible. Une solution faible de notre système, ça va être une courbe de mesure ρ1 et ρ2, qui ont une certaine régularité. Et pour chaque fonction test, satisfont cette équation, où là, on a bien la formulation faible classique de la dérivée en temps, du Laplacien et du terme de potentiel, et on a remplacé donc, la formulation faible de la divergence de ρ1 grade phi par notre terme linéaire en gamma. Et on fait la même chose pour ρ2, où on spécifie à chaque fois que gamma, presque partout en temps, gamma de t, est un plan de transport optimal pour le problème de transport entre ρ1t et ρ2t. Donc, avec cette définition de formulation faible, on arrive à montrer que si on part avec des données initiales d'entropie finie, parce qu'on a l'entropie dans les fonctionnels, alors ce système admet au moins une solution faible. Et l'idée pour résoudre ce problème est basée sur les schémas minimisants introduits par Di Giorgi, qui a été après utilisé dans l'espace de Wasserstein par Jordan, Kinderlehrer et Otto, et donc qu'on appelle schéma de JKO dans l'espace de Wasserstein, et après qui a été aussi développé par Ambrosio, Gigli et Savary. Et donc ce schéma consiste, si on se donne un petit pas de temps, h, à construire par récurrence une suite de mesures en utilisant le formalisme métrique du schéma d'Euler implicite. Donc ici, on a notre énergie qu'on veut minimiser, et ici, le problème de transport, W2 au carré, provient de la métrique, donc, parce qu'on travaille dans l'espace de probabilité. Et encore une fois, ici, j'ai pris des énergies pour ρ1 et ρ2 du même type, une énergie interne plus une énergie de potentiel, mais on pourrait imaginer des énergies internes différentes, ou même pas d'énergie interne, et aussi des potentiels qui dépendent de ρ1 et ρ2. C'est juste pour simplifier l'exposition que je prends ces énergies classiques. Et donc, une fois qu'on a nos suites, on construit une interpolée constante par morceau en temps de notre suite ρik. Donc, pour obtenir notre résultat, pour obtenir l'existence de solutions, alors tout d'abord, on a besoin de plusieurs convergences de cette suite quand le pas de temps tend vers 0. La première est une convergence forte de ρIH, qui est maintenant, la méthode est assez classique dans la théorie des flots de gradient pour l'obtenir. La première, donc ça se fait en 3 points. La première étape, c'est d'obtenir une compacité en temps qui découle du problème de minimisation. Donc on obtient une estimation du Holder, et par le théorème d'Arzela-Ascoli, on obtient une convergence forte en temps. Et de plus, en utilisant les conditions d'optimalité du schéma de JKO, on va
on va obtenir de la compacité en espace, donc avec donc une estimation L1 en temps à valeur W1. Donc, si on n'a pas l'entropie, mais on a une fonctionnelle du type ρ puissance m, donc ce qui mène à une diffusion de type milieu poreux, alors on a le même estimé, mais plus sur ρ IH, mais sur une puissance de ρ, donc ρ puissance m. Et donc après, en utilisant ces deux capacités différentes, en utilisant une extension du lemme d'Aubin-Lyons aux espaces métriques, donc fait par Rossi et Savary, on obtient une convergence forte en L1 en temps et espace. Et donc maintenant, concernant le plan de transport, donc à chaque étape K plus 1, on peut définir un plan de transport optimal gamma K plus 1. Et puis on introduit aussi l'interpolée constante par morceau gamma H. Pour passer à la limite, on s'aperçoit que donc le produit gamma H avec la mesure de Lebesgue est tendu dans l'espace de probabilité, donc converge faiblement vers une mesure qui s'écrit aussi comme gamma T, la mesure de Lebesgue en temps, et où gamma T donc a les marges donc limites. Et donc gamma T est un plan de transport entre les limites de nos suites discrètes, là, ρ1h et ρ2h. Donc maintenant, tout ce qui manque, ça va montrer que en fait, gamma T est bien optimal pour le problème de transport entre ces deux mesures. Et en utilisant des arguments d'approximation, on arrive à montrer qu'en effet, gamma T est bien un plan de transport optimal T presque partout pour le transport, pour le problème de transport optimal entre ρ1t et ρ2t. Et donc maintenant, on a toutes les convergences qu'il nous faut. Donc en intégrant les équations de l'Aire-Lagrange associées au schéma JKO, on arrive à montrer que les interpolés en temps sont des solutions faibles au sens que j'ai défini précédemment d'un système approché. Donc on a une erreur de la taille du pas de temps. Et donc, on peut passer à la mesure, on peut passer à la limite dans tous les termes. L'erreur va tendre vers 0, et en particulier, on peut passer à la limite dans notre fonctionnel linéaire en gamma, et en gamma t, bien un plan de transport optimal, ce qui nous donne une solution faible de notre équation, de notre système. Donc maintenant, quelques extensions. Donc la première extension, c'est qu'on peut étendre ce résultat en utilisant exactement la même technique à plus que deux populations. Donc, par exemple, on peut considérer plus des travailleurs, des usines, on peut considérer les services, des écoles, les hôpitaux, en ce moment, c'est d'actualité. Et pour ce faire, on utilise la théorie des problèmes de transport multimarge. Et aussi, on peut donc généraliser à des coûts différents, à des coûts plus généraux que le coût quadratique. La deuxième extension possible est lorsque chaque population veut minimiser un coût qui lui est propre. Donc, par exemple, on pourrait penser que les travailleurs veulent minimiser le coût lié au prix de l'essence pour aller travailler, alors que ce coût n'est pas vraiment pertinent pour les entreprises. Et donc, peut-être qu'eux, ils ont d'autres intérêts, ils veulent minimiser un coût différent. Et donc, dans ce cas, on perd la structure de flot de gradient, mais on peut quand même utiliser le formalisme de preuve précédent, mais cette fois en considérant un schéma de JKO semi-implicite, c'est-à-dire qu'on va découpler tous les schémas de JKO et en explicitant pour l'espace ρi, en explicitant toutes les autres espèces. Donc ici, on a toujours l'énergie
qui dépend juste de ρi. Et là, cette fois, on a le transport avec le coût CI, mais qui dépend de K parce qu'à chaque étape, pour toutes les autres marginales, ont été explicitées en utilisant l'instant précédent. Et donc, ce schéma de J-chaos semi-implicite ça a été introduit par Di Francesco et Fagioli, notamment pour étudier des problèmes d'interaction proie-prédateur, où justement les interactions ne sont pas symétriques. Et donc, toutes les étapes quasiment de la preuve précédente fonctionnent. Il y a le seul petit endroit où il faut faire attention, c'est pour récupérer la compacité en temps. Mais par exemple, si on se donne un coût Lipschitz, alors le transport, cette fonctionnelle WCIK va être Lipschitz dans l'espace de Wasserstein, et donc on peut récupérer la compacité en temps. Et donc en utilisant la même structure de preuve, on arrive à montrer l'existence des solutions du système. Donc maintenant, quelques remarques sur l'unicité. Donc en dimension 1, si on a un coût qui est C2, convexe, avec des dérivées croisées qui sont négatives, alors le problème de transport multimarge est géodésiquement convexe. Et donc, en utilisant des arguments habituels, donc, par exemple, qu'on peut voir dans Ambrosio, Gigli et Savary, qui consiste à prendre deux solutions et dériver la distance entre les deux, et après utiliser Cronval, un argument du type Cronval, alors on obtient l'unicité en dimension 1. En revanche, en dimension supérieure à 1, le problème multimarge n'est plus géodésiquement convexe. Par exemple, si on considère juste deux populations et juste W2, déjà W2 n'est pas géodésiquement convexe en dimension supérieure à 1. Et donc, le problème d'unicité, ce que je sais, pour moi, en tout cas, reste un problème ouvert. Reste un problème ouvert. Donc maintenant, là, au lieu de considérer que les travailleurs choisissent leur entreprise de façon à maximiser exactement leurs revenus, on va considérer un problème où on régularisé, où on introduit un paramètre de bruit, epsilon. Cela revient donc à regarder donc, la régularisation anthropique du transport optimal, où là, on retrouve le problème de transport habituel pour un coût C, et on a rajouté ce paramètre epsilon fois l'entropie du plan de transport. Donc ce problème peut se réécrire comme la minimisation le long des plans de transport d'une entropie relative, H, de gamma par rapport à G epsilon, où G epsilon est une mesure de Gibbs, donc qui s'écrit exponentielle moins le coût sur epsilon. Et on va dire, les conditions d'optimalité du dual de ce problème sont équivalentes à résoudre, donc au moins formellement, ce système de points fixes, donc trouver potentiel phi et psi qui vont satisfaire ce problème de points fixes, où donc la première marginale est égale donc à exponentielle phi sur epsilon, pour la convolution entre la mesure de Gibbs et exponentielle psi epsilon. Et la deuxième marginale satisfait la même chose, où les rôles de phi et psi sont intervertis. Donc ces potentiels, phi et psi, sont appelés les potentiels de Schrödinger et peuvent être vus comme des versions régularisées des potentiels de Kantarovich. Et donc l'unique solution du problème de régularisation anthropique s'écrit sous la forme A, voilà, sur la mesure de Gibbs, soit B, où A et B sont les exponentiels des potentiels de Schrödinger sur epsilon. Donc satisfont ce problème de point fixe et sont déterminés, sont uniques à une constante multiplicative près. Et donc, aussi, naturellement, ce problème peut s'étendre dans le cas multimarge. Et donc, en collaboration avec Guillaume Carlier, on a montré dans
dans le cas multimarge, dans un cadre L infini, l'existence des solutions de ce système, l'unicité et la dépendance Lipschitz des potentiels, et donc aussi de A et de B, par rapport au marginal. Donc, avant de revenir au problème de dynamique de ville, avec maintenant ce transport régularisé, je vais vous montrer un petit peu l'effet du paramètre epsilon sur la solution. Donc, si on se donne deux mesures, ρ1 et ρ2, quand epsilon est très petit, donc on a le plan de transport est presque une application T, et lorsqu'on augmente le epsilon, on voit que le plan de transport s'étale et donc on rajoute du bruit dans le système. Donc, maintenant, si on revient au problème de ville, donc on s'intéresse au flot de gradient de notre problème de transport régularisé. Donc, pour simplifier l'exposition, je n'ai pas rajouté les énergies individuelles comme tout à l'heure, mais bien sûr, on peut les rajouter. On peut rajouter une énergie en ρ1 et une énergie en ρ2. Il n'y a pas de souci. Donc, au moins formellement, le flot de gradient de cette énergie, de cette énergie, est la solution de ce système où, ici, on a phi et psi qui sont les potentiels de Kantorovich, les potentiels de Schrödinger, associés au problème de régularisation anthropique, qui peuvent s'écrire donc comme epsilon log A et epsilon log B, et qui satisfont donc ce problème de point fixe. Et pour fixer la constante multiplicative, on suppose que la norme L1 de A est égale à 1. Et donc on remarque que si A fois G epsilon fois B est bien la solution optimale du problème de régularisation anthropique pour presque tout T. Donc maintenant, par définition de A et B, donc le gradient de phi, c'est juste le gradient c'est epsilon fois le gradient de log A. Et donc en utilisant le fait que A résout ce problème de point fixe, donc est égal à ρ1 sur la convolution entre B et G epsilon, on peut réécrire le gradient de log A comme epsilon fois le gradient de log de ρ1 de la première marginale, moins epsilon fois le gradient de log de la convolution. Et donc le système précédent peut se réécrire de cette manière, où on voit que donc un epsilon laplacien apparaît en ρ1 et en ρ2, et notre terme de dérive est donné par moins le gradient du log des convolutions. Et donc, en écrivant cela comme ça, avec une convolution, si le coût est, on va dire, régulier, on va avoir besoin, dans la résolution de ce système, juste d'une convergence point par point en A et B. Donc, c'est ce qu'on a fait, c'est un travail qui est en préparation, en collaboration avec Guillaume Carlier. Donc, si on se donne un coût qui est borné par en dessous et par au-dessus, alors le système précédent va avoir au moins une solution faible. Et donc, les idées sont les mêmes que pour le cas du transport optimal classique. On construit des suites en utilisant le schéma de JKO en prenant comme énergie donc la régularisation anthropique. L'entropie qui est présente dans justement le problème de transport va nous fournir la compacité en espace, avec une estimation par contre qui explose lorsque le paramètre de bruit, donc epsilon, tend vers 0. Et donc en utilisant
méthode habituelle, donc compacité en espace, compacité en temps, compacité en espace. On obtient une compacité forte en temps et espace, et donc on peut passer à la limite dans tous les termes. Et on retrouve à la fin, que gamma construit comme ça, et bien le plan de transport optimal entre ρ1t et ρ2t. Par contre, un peu plus, pas un peu plus intéressant, mais ce qu'on obtient en plus avec la régularisation entropique qu'on n'a pas avec le problème de transport classique, c'est on obtient de l'unicité dans L2, mais pour toute dimension, en toute dimension. Donc, si on part avec des données initiales qui sont bornées par en dessous et bornées par au-dessus, alors, et qu'on se donne une fonction de coût aussi qui est régulière, aussi pareil, bornée par au-dessus et bornée par en dessous, alors le système précédent admet une unique solution. Et voici, donc les idées principales donc, sont celles-ci. Donc tout d'abord, comme A, on a imposé que la norme L1 de A soit égale à 1, on a directement une borne à l'infini à valeur L1 pour A. Et en utilisant le problème de point fixe, on obtient la même borne pour B, ce qui implique, puisque aussi en utilisant le fait que le coût est régulier, ce qui nous donne une borne W2 infini sur le terme de dérive, donc les logs de la convolution de G epsilon et A et de la convolution de G epsilon et B. Et donc, maintenant, en utilisant le principe du maximum, on obtient que ρ1 et ρ2 sont bornés par en dessous et par au-dessus pour tout temps. Et on peut conclure sur l'unicité dans L2 en utilisant des estimations standards pour les équations paraboliques dans L2 et le fait que les potentiels A et B sont Lipschitz par rapport au marginal ρ1 et ρ2 dans L2. Donc, je vais vous donner maintenant quelques extensions. Tout d'abord, l'extension naturelle, comme dans le cas sans bruit, et qu'on peut étendre tout ce qui a été dit plutôt au cas multimarginal, donc avec plus de 2 populations. Et aussi, un autre intérêt, le problème de régularisation entropique fournit une méthode numérique pour résoudre le problème de transport. Cette méthode numérique donc, qui est basée sur l'algorithme de Sinkhorn, qui revient à itérer A et B dans le problème de point fixe, et en utilisant la caractérisation de la solution comme A fois la mesure de l'équipe soit B, on arrive à résoudre le problème de transport. Donc cette méthode numérique a été utilisée pour beaucoup d'applications, donc pour calculer par exemple les barycentres dans l'espace de Wasserstein, aussi pour des problèmes de transport multimarge, et notamment aussi par Gabriel Perret pour résoudre des flux de gradient dans l'espace de Wasserstein. Donc j'ai utilisé cette méthode numérique pour résoudre ce problème dans un D. Donc si on prend oméga, donc ligne droite, et on prend un paramètre de bruit epsilon petit au début, de la taille 0.1, une énergie, donc toujours avec ρ1, qui est la densité des travailleurs, et ρ2, celle des entreprises. On a bien une énergie donc, du type régné énergie de congestion pour les travailleurs, le problème de régularisation entropique entre ρ1 et ρ2, et une énergie d'auto-interaction pour les entreprises, pour un coût quadratique. Si on regarde, on voit bien que les entreprises, donc en rouge, vont se concentrer. Donc les deux populations sont attirées, et les entreprises donc, vont se concentrer, et les habitations, les zones d'habitation vont s'étaler autour des entreprises, mais sans justement se concentrer trop, pour justement minimiser cette énergie de congestion.
Et par contre, si on prend un coût concave du type la racine, on voit que on a toujours la concentration des entreprises, mais l'attirance entre les deux, entre les deux populations est moins forte. Maintenant, si on augmente le paramètre de bruit, on prend epsilon égale 1, en gardant exactement la même énergie. Pour le coût quadratique, on a un peu la même répartition, c'est-à-dire une sorte de concentration des entreprises et puis les zones d'habitation s'étalent autour, mais cette fois, on voit quand même que, dû justement au epsilon laplacien qui apparaît dans l'équation, on voit que les densités sont un peu plus étalées. Et on obtient la même chose dans le cas concave, dans le cas d'un coût concave. Et maintenant, pour vous montrer une dernière simulation, donc je reviens au cas où justement on perd cette structure de flot de gradient, où donc chaque espèce veulent minimiser un coût différent. Donc j'ai repris un bruit qui est égal à 0,1. Donc là, on suppose dans un premier temps que les travailleurs, les zones d'habitation veulent être très proches des entreprises, alors que les entreprises, elles, ne sont pas si intéressées à se rapprocher des zones de population. Donc toujours, on obtient le même type de répartition, mais on voit que là, les entreprises ont beaucoup moins bougé vers la population. Parce que si on reprend le premier cas, on voit donc les entreprises s'étaient déplacées quasiment jusqu'au milieu du domaine, alors que là, on voit qu'elles restent très près de là où elles étaient, et c'est plus les zones d'habitation qui, elles, vont se déplacer vers les entreprises. Alors que si on regarde maintenant le cas inverse, où c'est plus où les entreprises sont plus attirées, veulent aller vers les zones d'habitation, on voit que on observe exactement ça, justement, que c'est bien les entreprises qui se déplacent vers les zones de population. Donc maintenant, pour finir, je vais vous donner quelques perspectives. Donc, comme je l'ai déjà dit plus tôt, le problème d'unicité ou non des solutions pour le système sans bruit en dimension supérieure à 2 est encore ouvert. Donc, c'est un problème intéressant et naturel à regarder. C'est qu'on fait des simulations numériques, mais si on n'a pas d'unicité, les simulations ne sont pas non plus très utiles. Et aussi une question naturelle, puisque on sait que le problème de régularisation anthropique gamma converge quand le paramètre de bruit tend vers 0 vers le problème de transport optimal classique. Donc une question naturelle est de regarder la gamma convergence du flot entier de la régularisation anthropique vers le flot gradient du problème de transport optimal. Donc pour ce faire, plusieurs directions peuvent être possibles. Donc on peut peut-être essayer d'adapter les travaux de Serfatis sur la gamma convergence des flots de gradient dans des espaces métriques, ou regarder à la main dans la procédure du schéma JKO, essayer de faire tendre donc le paramètre de bruit epsilon et le pas de temps vers 0 en même temps, et justement en ayant une condition sur le produit ou le quotient de H et epsilon, de façon à garder, par exemple, l'estimation de compacité en temps l'estimé de compacité en temps qui explose quand epsilon tend vers 0, peut-être en jouant sur le lien entre epsilon et h, peut-être le quotient, essayer de conserver cette estimation. Et aussi, on peut s'intéresser à d'autres types de transport que le problème de transport optimal ou le problème de régularisation anthropique. Notamment, un exemple serait de regarder des problèmes de transport qui prennent en compte la congestion du trafic
lors du déplacement entre les zones d'habitation et les zones de travail, donc des usines. Et donc, c'est fini. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je vais demander s'il y a des questions. Alors, il faudrait lever la main. En attendant, j'en ai peut-être une. Est-ce que vous avez regardé les problèmes en temps long? Et justement, on voit qu'il y a des convergences vers des équilibres Non, stationnaires. en effet, on n'a pas regardé encore les problèmes en temps long, mais en effet, je ne l'ai pas écrit, mais c'est une perspective, justement, essayer de voir si en temps long, on retombe Alors, il y a, justement il y a Olivier vers des Lafitte diviseurs qui lève le. Pardon. Ouais. Donc, je peux? Oui, oui, allez, vas-y. Oui, donc moi, c'est sur le modèle, ou plutôt les modèles. J'ai pensé pendant l'exposé, il y a plein de possibilités pour lesquelles tu pourrais rendre le modèle qui est pour le moment assez théorique plus proche de la réalité. Là, j'en ai deux en tête. Mettre un epsilon différent selon les entreprises et les particuliers, puisque les entreprises, c'est beaucoup moins diffusif. Une fois que tu as construit un siège social, c'est beaucoup plus dur à bouger et à vendre. Et le deuxième truc, c'est le D de XY que tu as pris, le X moins Y au carré, par exemple. Mettre d'autres D de XY qui dépendent du trajet entre X et Y. Parce que tu peux avoir des positions de X et Y qui entraînent des coûts très différents, même si les X et Y sont voisins les uns des autres. Par exemple, s'il n'y a plus de transport en commun, si tu es à 5 km d'un transport en commun, tu es obligé de prendre ta voiture, etc. Est-ce que ça, tu as pensé à les étendre en mettant effectivement des distances métriques ou des choses comme ça pour ce que tu as mis comme X moins Y au carré pour le C de XY? Alors, est-ce que tu as pensé à des extensions comme ça ou... C'est aussi effectivement une direction possible. Pour l'instant, c'est vrai que je n'y ai pas encore pensé sur des coûts de cette façon, mais effectivement, c'est une direction naturelle vers laquelle aller. Et la question concernant le coût des epsilon différents, ça se fait aussi de façon... Justement, si on reprend des problèmes le système, enfin le schéma semi-implicite, on peut facilement gérer des epsilon différents pour les différentes populations. Oui. Et après, effectivement, te rapprocher de personnes dans des endroits qui font de la planification urbaine pour voir comment ils t'exprimeraient les questions. Oui, parce que moi, je ne suis pas planificateur. Donc, voilà, ça, à on mon va avis, ça dire serait dessus, intéressant au point de vue pluridisciplinaire. Oui, oui, bien sûr. Mais merci. Et merci de l'exposer, il était vraiment très bien. Merci beaucoup. Donc, il y a une autre question. Il y a quelqu'un qui lève la main, Hichem Ramoul, s'il veut parler. Merci. Vous m'entendez? Oui, oui, bonjour. Ah, d'accord. Donc, merci pour cet exposé, très intéressant. Et j'ai deux petites questions. La première question, est-ce qu'il y a des travaux sur des problèmes inverses dans ce sens? Ça veut dire faire des mesures peut-être sur les densités, rho 1, rho 2, et essayer d'identifier peut-être le potentiel de Kantorovitch sur un petit domaine ou quelque chose comme ça. Ça, c'est une première question. La deuxième, je pense que ça a été mentionné dans le transparent numéro 31. Vous avez appliqué un principe du maximum, sachant qu'il y a des difficultés quand même pour avoir des principes du maximum pour un système couplé. Voilà. Est-ce que c'était simple ou quitte à rater quelque chose? C'est tout. Merci. Ok, merci. Alors, pour la première question, alors, je ne connais pas de travaux dans cette direction, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Peut-être l'exposé de Max Fati il y a 2 semaines. Ah, je ne sais pas, c'était pas très... Bon, je pense. Peut-être, oui, peut-être qu'il faut faire le lien, oui. Peut-être. C'est possible. J'essaye de le remettre en tête, mais en effet, peut-être, je ne connais pas tant que ça, mais oui, effectivement, Max Fati, regardez. C'est possible, il faudrait que je réfléchisse plus, désolé. Et pour la deuxième question,
Donc, on applique alors le principe du maximum pour cette équation avec tout est W2 infini. Est-ce qu'on a un problème? Non, il ne me semble pas. Donc j'ai dit une bêtise. Non, non, il ne me semble pas qu'il y a un problème pour appliquer le principe du maximum pour ce genre de système. D'accord, c'est juste une question peut-être voilà, à vérifier, bien sûr. Merci. 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 Je regarde s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas. En attendant, j'en ai peut-être une autre. Est-ce qu'il y a moyen de mettre un peu des délais entre, disons, là, on calcule le transport optimal entre x de t et y de t à chaque temps. Est-ce qu'on pourrait mettre un délai en disant que x de t n'a pas la connaissance, enfin les travailleurs n'ont pas la connaissance exacte, ou plutôt les entreprises n'ont pas la connaissance exacte de où sont les travailleurs au temps t, mais à un temps. Est-ce qu'il y a moyen de mettre des délais dans le que justement, système. en utilisant justement les schémas semi-implicites, on peut justement gérer du délai. Donc ici, plutôt que prendre juste l'instant précédent, de se mettre un temps moins, un délai fixé, même dans le cas, on va dire, float gradient, mais justement en explicitant avec une mesure, enfin justement un temps précédent, mais justement avec un délai, je pense que il ne doit pas y avoir trop de problèmes pour gérer ce genre de... Justement, juste la connaissance de la population à, je sais pas, un temps où il y a on a besoin d'un temps tôt pour que les entreprises aient connaissance de la densité de population. Je pense qu'il n'y a pas forcément de problème pour résoudre ce type, justement en utilisant un schéma semi-implicite. Je regarde s'il y a des bien répondu à questions. la question. Oui, ça, je pense que. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions, donc on va peut-être s'arrêter là. On va te remercier. Donc merci beaucoup. Merci. Et merci à toute l'audience.